Bonjour, Madame Vereshchuk. Вітаю усіх. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI ce matin. Nous sommes évidemment très impatients de vous entendre sur la situation sur le front à Kherson. On évoquait il y a quelques minutes avec nos invités les revendications ukrainiennes en termes d'avancée sur le front à Kherson. Les Russes auraient reculé sur certaines parties du territoire au nord du Dniepr. Est-ce que vous confirmez ces informations ? Так, у нас зараз тривають Oui, контрнаступальні la дії. contre-offensive est en cours, mais notre front s'étend sur 1300 km d'hostilité et plus de 2500 km en tout. Et quand nous parlons de Kherson et d'autres territoires temporairement occupés par la Russie, nous voyons une nouvelle tactique appliquée par la Russie. Le 1er septembre, le ministère de la Défense russe a obligé des dizaines de milliers d'enfants à aller à l'école, 1242 écoles où les enfants ukrainiens doivent suivre le programme du ministère de la Défense russe et être boucliers vivants. Donc, ils se couvrent, les Russes couvrent leurs troupes par le bouclier vivant de nos enfants ukrainiens. Nous appelons la Fédération de Russie à arrêter d'utiliser les enfants ukrainiens en tant que bouclier humain. Bien sûr. Vous dites combien d'enfants seraient concernés par cette initiative russe tout à fait cynique ? Madame Vereshchuk. 1422 écoles, donc ça fait plus de 150 000 enfants utilisés par l'ennemi en tant que bouclier humain. Donc vous avez demandé évidemment à la Fédération de Russie d'interrompre. Il n'y a aucune confirmation de la Russie. Elle ne reconnaîtra sans doute pas cette stratégie. Madame Vereshchuk, est-ce que vous avez subi des pertes sur ce front depuis maintenant un tout petit peu plus d'une semaine que vous avez lancé la contre-offensive ? Permettez-moi de préciser, vous dites qu'il n'y a pas de confirmation de la part des Russes, mais par exemple, il y a des confirmations. Le ministère de la Défense russe s'est adressé à moi par écrit en précisant qu'ils avaient ouvert 1422 écoles. Donc il y a une confirmation écrite. C'est pour cela que nous faisons cet appel, pour que les Russes n'obligent pas les enfants à aller dans ces écoles et être en plein milieu du risque. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît ? Oui, vous avez raison de signaler que les Russes, me glisse Michel Scott, effectivement veulent absolument que la vie normale continue malgré l'offensive. Est-ce que vous pouvez nous préciser les pertes ukrainiennes depuis le début de la contre-offensive à Kherson ? Non, nous n'avons pas ces informations. Bien sûr, ce sont des informations sensibles que vous ne souhaitez pas, j'imagine, rendre publiques et on le comprend bien. Si vous voulez bien, je voudrais qu'on évoque la situation à Zaporijjia. Le président Zelensky avait dit son dépit, sa déception que l'inspection n'ait pas ouvertement réclamé une démilitarisation. Est-ce que vous êtes vous-même aussi déçu par le résultat de la mission ? De l'AIE. Nous comprenons que seule la démilitarisation et la mission d'observation internationale peut aider à protéger le monde entier d'une catastrophe globale, car la Russie se livre à un vrai terrorisme nucléaire. La Russie a occupé la plus grande centrale nucléaire en Europe et retient de force les employés. Nous nous adressons à nouveau avec un appel pour ouvrir un couloir humanitaire pour les habitants qui vivent à proximité, car ils nous écrivent et ils demandent cette possibilité de quitter
les régions, la localité autour de la centrale nucléaire, mais la Russie refuse d'ouvrir ses couloirs humanitaires. Je profite de l'occasion pour également faire un appel à la Russie d'ouvrir des couloirs humanitaires pour Energodar, pour les localités autour de la centrale nucléaire, pour permettre aux femmes et enfants de quitter cette zone dangereuse. Un mot encore sur la russification, un sujet évidemment qui vous est particulièrement sensible. Madame Vereshchuk, on disait tout à l'heure qu'il y a urgence à Kherson compte tenu précisément de la volonté des Russes d'organiser un référendum autour de l'autonomie, du souhait d'autonomie de la population ukrainienne. Ma question est précise. Les Ukrainiens qui voudraient voter oui à la question, êtes-vous favorable au rattachement de l'oblast de Kherson à la Russie, est-ce que vous les considérez, est-ce que vous les considéreriez comme des non-patriotes, comme des traîtres à la patrie? Eh bien, voyez-vous, notre législation, y compris la constitution ukrainienne, interdit le déroulement de ce type de référendum. Il ne peut pas y avoir de référendum pendant la loi martiale. Donc, il y a des lois qui sont en vigueur et la Russie n'a pas le droit de violer ces lois. Il n'y a aucun instrument légitime pour permettre un référendum quel qu'il soit. Nous appelons nos citoyens ukrainiens qui se trouvent sur les territoires temporairement occupés, notamment de Kherson, de ne pas participer à tout type de référendum, de ne pas donner leur passeport à qui que ce soit. Et si les gens arrivent quelque part sur les bureaux de vote ou participer à des commissions électorales, leur participation sera considérée comme une violation en pénal, comme un crime. Et ils seront passibles de poursuites judiciaires, donc pour crime par Kiev. C'est ce qu'on comprend. Oui. Ceci peut être considéré comme action de collaboration. Pour un fait de collaboration. Merci beaucoup d'avoir été aussi précise sur ce point. Madame Vereshchuk, bon courage et merci d'avoir été en direct sur LCI.